Salut mes gâtés, bienvenue sur une nouvelle vidéo concernant la lithothérapie et je voulais vous faire cette vidéo parce qu'elle est relativement importante concernant les fausses pierres parce qu'on peut vite tomber dans le piège des fausses pierres. Alors, il existe toute une façon de reproduire des pierres en lithothérapie, mais il y a aussi des vraies pierres qui sont teintées pour passer pour d'autres pierres. Donc on va aussi les classer dans la catégorie fausses pierres, enfin selon moi je pense que voilà, du coup, du moment que la dénomination d'une pierre est fausse, parce qu'à la base c'est un autre minéral, je trouve que c'est une fausse pierre, même si à la base c'est aussi un minéral. Donc voilà, on reviendra là-dessus. Et puis voilà, bref, on va commencer. C'est un sujet qui est assez vaste, je vais essayer de vous faire quelque chose de le plus exhaustif possible, même si ce sera pas possible, parce que cette vidéo certainement dans quelques semaines sera déjà obsolète. Parce que la contrefaçon de fausses pierres, ça va très très vite. Donc je vais essayer de vous parler de tout ce que je connais déjà, tout ce dont j'ai eu vent, mais peut-être que voilà, dans quelques semaines, il y aura de nouvelles fausses pierres qui s'ajouteront. Et peut-être qu'à ce moment-là, je ferai un edit, un update pour en parler. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une fausse pierre, justement, ce que je vous disais. Donc j'ai pris un petit peu des notes pour essayer de pas oublier trop de choses. Donc les fausses pierres, ça peut être des pierres de synthèse. Donc c'est des pierres qui sont faites avec les mêmes minéraux, les mêmes plutôt molécules que les vraies, sauf qu'elles sont faites de main d'humain. Voilà, donc c'est pas Mère Nature qui les a faites, mais c'est Maître Laborantin qui les a créées en labo. Alors c'est pas comme on peut imaginer les labos médicaux avec des personnes en blouse blanche et voilà, c'est plutôt des usines en fait où on fait les choses en gros et on recrée des minéraux. Sauf que il faut bien avoir en tête une chose, c'est que ces pierres de synthèse, même si elles sont ressemblantes comme deux gouttes d'eau aux véritables pierres de Mère Nature, Mère Nature, elle a mis des milliers d'années pour créer certaines pierres, puisqu'il a fallu des mouvements tectoniques, il a fallu des conditions de pression, des conditions minéralogiques, des conditions atomiques, il a fallu des conditions moléculaires, des conditions de température, enfin bref, tout un tas de choses pour que les pierres se créent. Ça n'a pas pris comme ça un claquement de doigts, mais ça a été des transformations sur du long terme. Et je rigole parce qu'il y a mes deux enfants qui sont en train de manger du chocolat juste en face et qui n'arrêtent pas de faire du boucan. Et du coup, en labo, ben, ça prend quelques heures de fabriquer ces pierres. Donc effectivement, elles sont ressemblantes visuellement, mais au niveau énergétique, au niveau lithothérapeutique, vous n'aurez absolument pas les mêmes vertus. Parce que la Terre a créé avec tout son amour inconditionnel, toute son énergie, toute sa puissance des pierres, ce qui leur confère des vertus. Et si elles sont refaites en laboratoire, c'est fait de main d'homme et de main d'homme qui souvent a des soucis personnels. Donc il ne mettra pas tout cet amour, toute cette énergie positive dans ces minéraux. Donc vous aurez une pièce qui sera belle à l'œil, mais qui sera totalement morte, quoi. Enfin, exempte de ce que vous recherchez comme vertu. Pardon. Donc vous avez les pierres qui sont synthétiques. Pierres et cristaux, hein, j'entends. Vous avez les pierres qui sont faites aussi à la main, mais en résine. Donc là, on n'a plus du tout de minéralogie commune avec les réelles pierres. Là, c'est de la résine, souvent de la résine époxy. Et c'est des produits où on va rajouter des colorants, des genres de paillettes. Alors je sais pas si vous voyez bien ma charoïte, mais c'est une pierre en fait, je pense qu'il doit être très très facilement reproductible, falsifiable, parce qu'elle est pailletée et en fait elle fait vraiment penser à du violet pailleté coulant qu'on n'aurait pas trop bien mélangé. Là vous voyez comme on voit souvent dans certaines vidéos pour faire les carrosseries de voitures ou des personnes qui font des trucs en résine époxy quand ils mélangent les produits avant de mélanger, vous avez ces espèces de coulures, voilà, ça ressemble à ça. Donc la résine époxy, on va pouvoir fabriquer des pierres et du coup elles vont avoir pareil à l'œil le même aspect. Ensuite ça a un aspect un peu vitreux là, et ben, avec la résine époxy on peut avoir ce même aspect. Ce qui va être
du coup repérable plus facilement, ça va être le bruit. Donc le bruit d'une pierre réelle, d'un cristal, et le bruit de la résine ne va pas être tout à fait le même. Entre le plastique du coup, de la résine époxy et de la pierre, on va avoir un bruit un petit peu différent. On va avoir le poids qui peut jouer, mais le poids c'est bien beau, mais il faut avoir un point de comparaison réel. C'est-à-dire pas se dire oh ça a l'air léger ou oh ça a l'air lourd, parce que avoir l'air d'eux ça ne veut rien dire. Il faut avoir deux pièces, une réelle où on sait vraiment la composition et la pièce en époxy de même taille, de même normalement composition, c'est-à-dire on peut pas comparer par exemple du fer et de la sélénite, vous voyez, enfin je prends vraiment deux choses qui sont diamétralement opposées, mais à la même taille, bien sûr que la sélénite sera plus légère que, par exemple, je sais pas, de la pyrite, voilà, plutôt pour prendre un minéral, qu'une pyrite. Donc voilà, on n'aura pas la même densité. Donc là, on peut pas comparer en fait. Il faudrait juste avoir quelque chose qui ressemble, admettons, à de la pyrite, et une vraie pyrite, et là pouvoir vraiment comparer. Bien que la pyrite, elle est, on peut la falsifier, mais voilà. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Il faut avoir deux choses qui se valent pour pouvoir être comparés. Tous les minéraux n'ont pas la même densité, donc on ne peut pas comparer deux pièces de la même taille si c'est deux minéraux qui sont totalement différents. Donc il y a le poids, le bruit et bien sûr l'aspect. Alors la résine, l'avantage c'est que vous allez pouvoir tester en chauffant. Vous allez prendre une aiguille, vous allez la chauffer à blanc, c'est-à-dire qu'il faut que votre aiguille change de couleur, qu'elle passe du rouge ensuite au bleu, bleu voire blanc. Et là vous allez pouvoir essayer de transpercer et du coup vous allez passer à travers votre pierre qui n'en est pas une finalement. Mais certaines pierres ont des densités tellement faibles que même sans chauffer une aiguille, vous passeriez à travers, d'accord? Comme le sel, tout simplement, vous utilisez peut-être des pierres de sel, c'est très très friable, la sélénite c'est très friable, le talc c'est très friable, donc vous n'avez pas besoin de passer à travers, mais ça ne veut pas dire que ce sont des contrefaçons, ça veut juste dire que la densité de la pierre est tellement faible, elle est tellement poreuse que à la moindre résistance, en fait, vous allez passer à travers. Du coup, voilà, il faut prendre en compte tout ça. Autre chose de très important, je viens justement d'en parler un petit peu, c'est la porosité et la résistance. Il y a une chose qui est très très utile, n'oubliez jamais ça, il suffira de le googler sur votre téléphone, c'est l'échelle de Mohs, M-O-H-S. Peut-être que ça se dit Mo, mais moi je dis Mohs. Et puis Mo, c'est le barman dans les Simpsons, donc pour moi c'est autre chose. Mais blague à part. Mais vous avez cette échelle qui va déjà vous donner un ordre d'idée de la dureté de votre pierre. Si je prends, hop, hop, ici cette pierre, peut-être certains la reconnaissent, j'en ai parlé il y a 2 minutes, et que je ne sais pas ce que c'est. Et comme la donne et comme me dit, tiens, voici un cristal de roche, un cristal laiteux. Admettons, je ne sais pas ce que c'est. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller googler cristal de roche, dureté, échelle de Mohs, et je vais avoir un chiffre. On va me donner le chiffre 7. L'échelle de Mohs va de 1 à 10. 1 étant le plus friable, ce sont les talcs que vous allez pouvoir désagréger à l'ongle. Et 10, c'est le diamant, c'est la pierre la plus solide qui soit, qui ne peut s'altérer que par le diamant lui-même. Aucun métal n'est capable d'altérer le diamant. D'accord? Donc, on va me dire, ça, c'est un quartz laiteux 7. Je sais que le quartz, pour l'altérer, je n'ai que 2 solutions. Enfin, un peu plus que 2 solutions, mais le minimum pour pouvoir l'altérer, ça va être d'avoir un autre quartz pour le rayer ou du verre. Après, bien sûr, avec un diamant, je vais pouvoir l'altérer puisque c'est la pierre la plus difficile, la plus dure. Donc ce que je vais faire, c'est que ou je vais prendre un autre quartz, ici je sais que j'ai un cristal de roche qui est un quartz, et je vais aller frotter dessus, ou je vais prendre directement mon fameux quartz laiteux, je vais aller sur une vitre ou sur un miroir de chez moi,
ou dehors, dans la rue, bref, peu importe, bien sûr pas chez quelqu'un, mais quand je dis dans la rue, c'est des fois il y a du verre cassé par terre ou des bouteilles près des conteneurs en verre. Vous pouvez aller gratter dessus et si vous altérez le verre, la vitre, c'est que vous avez un cristal. Sauf que là, je vous montre, je viens de faire une belle rayure avec mon quartz. Donc, je me dis, tiens, c'est bizarre. La rayure, elle a vraiment été très simple à faire. Je vais prendre mon ongle, je vais aller frotter et je vais rayer instantanément. Et là, je me dis, c'est que c'est pas la dureté n'est pas de 7, ce n'est pas un quartz. Qu'est-ce que c'est? Et du moment que je peux gratter avec mon ongle, eh bien, je vais commencer à avoir des infos très intéressantes. Ça va être ou un talc ou un gypse. Et bien sûr, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, en fait, c'est une sélénite. C'est une pierre qui est très friable. Du coup, ça va m'éviter en fait de me faire arnaquer. On va pas me vendre ça pour un cristal de roche juste parce que je ne sais pas le reconnaître. J'aurais juste fait le test et je sais de suite que déjà la dénomination que l'on me donne par rapport à cette pierre est fausse. Donc cette échelle est très importante. À chaque fois que vous voulez acheter une pierre et que vous avez un doute dessus, tapez le nom de cette pierre avec la dureté. Vous allez avoir le chiffre, référez-vous à l'échelle de Mohs qui va vous donner toutes les astuces pour pouvoir tester. Donc lame de couteau, pièce en cuivre, l'ongle, du tungstène, etc. Et vous allez pouvoir faire vos tests pour vérifier si la dénomination correspond bien à la dureté qu'on vous donne par rapport à la pierre que vous avez. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne astuce pour déjà avoir un peu plus de renseignements sur les pierres que vous allez avoir pour pouvoir les reconnaître. Ensuite, vous avez les pierres donc en résine, les pierres en verre. Donc ça va aussi être, ça peut être assez dur. Le verre, c'est fait à base de silice. La silice, c'est ce qui compose tous les quartz, d'accord? Plus, après, d'autres molécules. Du coup, le quartz a une dureté de 7, sauf que le verre fabriqué par l'homme, ça sera pas tout à fait 7. Ça sera plutôt du 6, 6,5, parfois 7 sur certains alliages, mais on va plus être sur du 6,5. Donc, le verre, déjà, sera un petit peu moins solide qu'un réel quartz. Mais c'est vrai qu'après, à l'œil, certains colorants, certains produits qu'on va mettre dedans vont vraiment donner l'illusion qu'on a affaire à une vraie pierre. Donc, pour le reconnaître, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. Échelle de Mohs, donc test de dureté. Et prendre un marteau et casser, et en fait vous allez vous rendre compte de la façon dont ça casse et de comment c'est fait à l'intérieur, sauf si peut-être votre minéral est un petit peu translucide, vous allez peut-être voir plus de défauts parce que c'est fait à la main, peut-être plus des bulles, des choses comme ça, mais dans la création de la nature, il y a aussi des bulles. J'ai déjà vu des pierres, des minéraux qui contiennent du liquide. C'est-à-dire qu'il n'a pas été entièrement cristallisé et à l'intérieur, on a des petites bulles qui se promènent, encore un petit peu de liquide. Donc voilà, il y a des choses extraordinaires, mais si vous avez des pierres qui sont à prix faible et que dedans vous avez des bulles, c'est que plus ou moins la qualité n'est pas bonne. Voilà, donc tout ça, ça s'apprend sur le tas et c'est des petites choses à repérer. Ensuite, vous avez bien entendu les perles en plastique. Les pierres, pardon, en plastique, c'est souvent plutôt les pierres sous forme de perles. Donc les perles, ça va être plutôt du verre, de la résine époxy ou du plastique. Et en fait, j'entends par plastique plutôt pas de fimo. La malachite est très souvent faite en pâte fimo. Donc ce n'est pas de la malachite. C'est des perles, c'est très facile à refaire. La malachite, ce sont des strates de verre. On peut refaire ça sans aucun problème, même avec du verre, il faut pas croire, c'est très facile à faire. Donc les perles en malachite sont très souvent contrefaites. On va aussi avoir, alors j'ai une petite liste de pierres qui sont contrefaites. Il y a le lapis-lazuli aussi qui est souvent contrefait. On va avoir l'ambre qui est faite à base de résine, de pin souvent, voilà. Donc l'ambre c'est de la résine aussi, de la résine naturelle, mais qui a été fossilisée, donc qui a été présente sur Terre il y a plusieurs milliers, voire millions d'années, qui a été fossilisée, donc avec le temps, elle a fini par se
se fossiliser, je sais pas comment vous dire ça autrement. Alors que les faux ambres, en fait, c'est de la résine qui vit, qui est née actuellement sur la planète, qui est récoltée, qui est traitée et qui est passée pour de l'ambre. Donc voilà, le prix n'est pas le même. Enfin, la qualité n'est pas la même, donc effectivement, vous allez en trouver partout à des prix vraiment très peu chers, mais parce qu'en réalité, ce n'est pas du réel ambre. Donc on a le lapis lazuli qui est contrefait, la turquoise aussi qui peut être contrefaite. Alors la turquoise, il y a deux aspects. Il y a la turquoise qui est vraiment contrefaite, qui est fabriquée avec du plâtre ou avec des résines, etc. Et ensuite vous avez les turquoises qui sont en fait de la woolite teintée ou de la magnésite teintée. Donc on est bien sur une vraie pierre, un vrai minéral, mais qui a été traficoté pour lui donner une autre couleur. Donc là, à vous de voir ce que vous prenez comme vertu. La vertu de la woolite ou de la magnésite, mais déjà faudrait-il savoir laquelle des deux c'est à la base, ou alors vous imaginez qu'il n'y a pas du tout de vertu puisque ça a été touché par l'homme et que voilà, c'est contrefait, donc c'est fake. Ensuite, on va avoir l'opaline. Alors ce qui est appelé opaline, c'est une pierre qui est des fois vendue cher parce que l'opale, pardon, c'est une pierre qui vaut très cher. Donc l'opaline qui est faite à la main, elle va être ou du verre opalisé. Là je trouve que c'est plus honnête comme nom, c'est du verre opalisé. Ça va être vendu relativement cher alors qu'en fait c'est vraiment du caca. C'est du verre qui a subi un traitement pour lui donner ces espèces de reflets comme l'opale, mais qui n'en est pas, ça n'a rien de naturel, c'est fabriqué 100% de main d'homme. Donc faites très attention, mais l'opale, ça n'a rien à voir avec l'opaline ou le verre opalisé, qui sont deux choses totalement différentes. C'est du verre fait de main d'homme. Après, on a les pierres de soleil, c'est pareil, c'est du verre ou de la résine époxy, très concentré en pigments colorés et en paillettes, et c'est vendu comme pierre de soleil. Ou pierre de lune aussi, parce qu'en fait il y en a des rouges, il y en a des noirs, enfin des bleus nuit, mais c'est pareil, c'est deux pierres qui sont totalement fabriquées de main d'homme et qui n'ont rien à voir, surtout lorsque vous avez déjà vu une vraie pierre de soleil, je vous assure que ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Et ensuite on a la Super Seven. La Super Seven, en fait, c'est une pierre qui n'existe pas dans la nature. C'est une pierre qui est faite de 7 minéraux, sauf que dans la nature, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. L'agencement prévu de ces 7 minéraux n'est pas possible. Ils ne se retrouvent pas tous les 7 en même temps. Donc, ce sont des pierres qui sont fabriquées de main d'homme ou alors qui sont vendues comme Super Seven, sauf qu'elles ne contiennent pas ces 7 minéraux, mais n'en contiennent que 4 ou 5. Ça, c'est plus probable. Et qui sont vendues à prix d'or, mais bien souvent, c'est fait à la main. Ensuite, vous avez toutes les pierres donc teintées qui sont des pierres naturelles mais qui ont été teintées, comme par exemple on a les ambres, les agates. Les agates sont très souvent teintées, donc ça n'enlève rien à la vertu de l'agate à mon sens, mais après le fait qu'elles soient teintées, ben voilà, on ne sait pas qui les a teintées, comment, avec quoi, donc je trouve que ça commence ensuite à altérer un peu la nature de la pierre finalement, parce que voilà, on est allé toucher à la nature intrinsèque d'un minéral, donc c'est vraiment dommage. On a aussi dans les pierres un peu traficotées les citrines. Alors il faut savoir une chose, c'est que la citrine, c'est une pierre qui est très rare. Livia, s'il te plaît. C'est une pierre qui est très rare. La citrine, en fait, c'est de l'améthyste chauffé naturellement. C'est-à-dire que l'améthyste se fabrique environ aux alentours de 500 degrés dans la terre, et ces 500 degrés qui sont subis pendant des centaines, voire des milliers d'années, du temps que la Terre en fait est montée en température et finissent par redescendre, d'accord? Donc ça dure des milliers d'années. Sauf que la citrine, en fait, c'est au moment de la formation de l'améthyste. Donc d'abord on a l'amétrine qui est vers les 300 degrés. Ensuite, aux alentours des 500, on va avoir de l'améthyste, donc c'est du fer en fait dans le quartz. Et au-delà des 500 degrés, ça va se transformer, ce fer va s'altérer et va devenir de la citrine. Donc c'est un quartz jaune qui contient du fer. Et là, on va être sur donc plus de 500-600 degrés bien tassés. Et on peut reproduire du coup la citrine en laboratoire en prenant de l'améthyste et en le chauffant. Mais ça va être une opération qui va durer quelques heures, d'accord, voire quelques jours à tout casser.
Mais du coup, ça altère vraiment parce que c'est une chauffe qui est à très haute température pendant très peu de temps et qui finalement touche à la nature intrinsèque, aux atomes, et on n'a plus du tout les mêmes vertus. Puis c'est fait en labo, donc automatiquement, il n'y a pas d'intention particulière dedans, mis à part de faire de l'argent en les revendant. Donc voilà, c'est pas terrible, vous voyez, c'est comme si vous deviez faire un cadeau à quelqu'un. Soit vous faites un cadeau à quelqu'un que vous aimez, vous le faites avec le cœur et vous êtes sûr que ça lui fera plaisir. Soit vous devez faire un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas et vous allez faire le truc vite fait, bien fait, juste histoire de dire que vous avez fait un cadeau et avoir l'esprit tranquille. Ben en fait, c'est un peu le même genre. Lorsque vous trafiquez une pierre en labo, c'est histoire d'avoir un truc vite fait, bien fait qui va passer, mais en réalité, au fond, vous en fichez de savoir quelles vont être ses vertus parce que c'est pas le but pour vous. Pour vous, le but c'est de le vendre. Donc voilà, je suis pas d'accord avec ça. Et en fait, il y a énormément de vendeurs de pierres, des petites boutiques, des personnes comme vous et moi qui se lancent dans la vente, qui vendent de la citrine sous l'appellation citrine, sauf que c'est clairement de la citrine chauffée. On le voit au prix et on le voit à la qualité. Franchement, il y a des citrines qui peuvent être tellement claires qu'elles sont presque transparentes, enfin elles sont presque incolores. Elles peuvent être à peine jaunes. Des citrines qui sont un peu marronasses, jaunes un peu pipi, clairement. Voilà, c'est des citrines qui ont été fabriquées. Je vous dis, la citrine, c'est quelque chose de rare. Ça coûte très cher. Donc ne vous leurrez pas. C'est souvent de la citrine artificielle. Ou du moins, de l'améthyste chauffée. Voilà, est-ce que je vous ai tout dit? On a les agates, voilà. Ah oui, et je voulais aussi vous parler des pierres bombardées. Donc on a les fameux quartz notamment. Alors il n'y a pas que ça, mais on a la cacoxénite aussi qui est une pierre traficotée qui est bombardée. On a les quartz bombardés, donc les quartz aura, les quartz je sais pas trop quoi là. Quartz titane, quartz angel aura, quartz imperial gold. Voilà, tout ça c'est des noms marketing. Et finalement, c'est du quartz tout basique qui a été bombardé avec du titane, de l'or, etc. Tout ça, c'est fait en boutique, c'est fait en labo. Et en fait, c'est pareil, je trouve pas que ce soit très correct de dire que ça a des super vertus, etc. Parce que c'est faux. Ça a la vertu du quartz au mieux. Au pire, ça a la vertu du quartz plus de ce qui a été projeté dessus, donc de l'or, du titane, du je sais pas quoi, du tungstène, du ce que vous voulez. Et mais ça n'a pas d'autres vertus. Ça, c'est on essaie de vous vendre du rêve. Ça n'existe pas, c'est trafiqué, donc c'est vraiment, faites très attention. Et j'ai même vu des personnes, notamment sur Insta, qui se targuent de vendre des quartz aura, avec des super vertus et en plus éthique, mais je ne comprends pas comment un quartz aura peut être éthique, parce que même si le quartz a été ramassé, collecté de façon éthique, le fait qu'il ait été bombardé avec de l'or, du titane, etc. dans une usine, ça n'a plus rien d'éthique, parce que l'or, pour l'extraire, le titane, pour l'extraire, on utilise des solvants, on dégrade, donc en fait c'est pas éthique, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il y a un truc qui va pas là-dedans, vous voyez. C'est pas possible. C'est comme si je sais pas, vous avez vu déjà ces roses qui sont vendues en magasin, ces roses stabilisées là, elles peuvent être de toutes les couleurs et c'est des roses immortelles. Et on vous dit, bah, ces roses elles sont 100% naturelles. Ben non, parce qu'une rose, ça vit et ça meurt dans un certain laps de temps. Et ces roses qui sont stabilisées, oui, elles sont naturelles à la base, elles viennent vraiment d'une plante, elles ont vraiment poussé, elles ont vraiment été cueillies à la main de façon éthique, elles peuvent même avoir été faites de façon bio, sans pesticides, etc. Mais du moment qu'elles ont été stabilisées, donc on a injecté un produit dedans pour faire en sorte qu'elles ne pourrissent pas et qu'elles soient pétrifiées, ben ça n'a plus rien de bio en fait. Le produit qu'on a mis dedans, c'est pas quelque chose de naturel. Vous voyez, c'est exactement la même chose avec ces pierres. Voilà. Peut-être que tout le monde ne partagera pas mon avis là-dessus, mais je vous le donne quand même. Voilà, je fais ce que je veux. Mais je pense que c'est important de le savoir, d'en avoir conscience. Et après, si vous avez l'intuition, le truc de vous dire que oui, pour vous, ça vous va et que vous avez vraiment la sensation que
les énergies apportées par ces pierres vous correspondent et vous vont, tant mieux. J'en suis ravie, je suis très heureuse que ça vous apporte du bien-être, mais sachez juste ce qu'il en est réellement. Voilà, j'aurais peut-être oublié des pierres. Je sais qu'il en existe toutes sortes qui sont contrefaites. Tout ce qui va être jaspe et tout ça, ça peut être refait. Les jaspes rouges, le jaspe impérial, etc. C'est les jades aussi, c'est des pierres qui ont souvent en fait les mauvaises dénominations parce que ce ne sont pas vraiment du jade. Voilà, donc tout peut être contrefait. Comment s'en sortir? Déjà, je vous dirais pas d'avoir confiance dans vos vendeurs parce que les vendeurs sont là pour vendre. Mais ayez confiance en vous et faites vos propres recherches. Voilà, c'est très important. C'est comme ça qu'on apprend en faisant ses propres investigations. Et puis des fois, vous tomberez sur des fausses pierres et c'est des choses qui arrivent. Voilà, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. J'ai pas hésité, j'ai pris un marteau, j'ai cassé. Et mes soupçons ont été levés instantanément. J'ai notamment une espèce de pierre jaune bizarre qui était vendue sous je ne sais même plus quelle appellation. Et lorsque je l'ai cassé, en fait dedans c'était un genre de plâtre. Voilà, et autour il y avait cette espèce de résine jaune. Donc voilà, tout simplement, il faut tester. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu plus et de vous donner un petit peu des petites astuces pour repérer un peu. Très important, l'échelle de Mohs qui va vraiment vous aider et puis des petits tests voilà, sensoriels. Il y a aussi un truc, je vous ai pas dit, c'est la chaleur. Alors on dit souvent que les vraies pierres, elles doivent rester froides. Oui et non, perso, je range quasiment toutes mes pierres dans ma chambre sous le radiateur. En plein hiver, le radiateur est allumé. Et toutes mes pierres sont super chaudes. Donc voilà, c'est pas le test ultime, la température. Les pierres, lorsque vous les avez sur vous, pareil, elles tiédissent, elles sont en votre température. Donc voilà, c'est pas le test ultime, la température. Ça peut donner un indicateur, mais méfiez-vous. Voilà, je vous fais de gros bisous ce coup-ci. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.